Petit lapin, petit lapin. Difficile d'être scientifique depuis quelque temps parce qu'on est à l'ère des fake news, on est à l'ère de la désinformation scientifique. Vous savez, quand la personne la plus puissante au monde, le président des États-Unis lui-même, dit qu'il suffit de se rentrer un néon dans l'anus pour guérir la COVID ou alors de boire du désinfectant, quand son propre ministre de la Santé enlève les obligations de vaccination pour les enfants contre la rougeole, entre autres, et dit à tort totalement qu'il y a des liens entre les aspirines et l'autisme. C'est très difficile pour un scientifique de se battre contre des gens qui sont extrêmement puissants comme ça. On va parler avec le docteur David Smadja, qui est expert en désinformation scientifique, qui est de passage au Québec. Bonjour, monsieur docteur Smadja. Bonjour Richard, bonjour à tous. Bonjour. Alors, oui, pas facile pour être pour un scientifique en 2026. Non, c'est pas facile. C'est surtout que notre métier a changé. C'est communiquer et essayer d'expliquer ce que l'on faisait. Eh bien, en fait, c'est assez nouveau pour nous. Et je crois que lutter contre la désinformation, eh bien, c'est expliquer ce que l'on fait. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit tous participer à cette lutte contre la désinformation. On a tous été plus ou moins victimes de cette désinformation pendant la pandémie. On a, pour ceux qui avaient un rôle dans la pandémie au niveau médical, au niveau scientifique, beaucoup été attaqués. Et ça nous a fait rentrer dans une nouvelle ère. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait une réponse organisée, individuelle et collective contre cette désinformation. Et vous avez raison de le dire, quand on a des chefs d'État et des pays si puissants qui se lancent dans la désinformation de masse comme ça prend une nouvelle proportion et ça devient une vraie discipline, en fait, lutter contre cette désinformation. Et ces gens-là qui remettent la science en question, parfois ils ont raison, c'est-à-dire ils vont dire, vous savez, la thalidomide, ça a été vendu, ça a été présenté comme un médicament qui avait aucun effet secondaire nocif, et on sait ce que ça a fait. Il y a des enfants qui sont nés sans bras, sans jambes. L'Oxycontin, par exemple, aux États-Unis, qui était un opioïde, le FDA lui-même l'avait approuvé. Les pharmaciens disaient, prenez ça, il n'y a aucun effet secondaire. Vous ne serez pas addict, vous ne serez pas dépendant. Au contraire, c'est épouvantable. Donc, ces gens-là sortent des histoires comme ça où, effectivement, il y a eu des manques au point de vue scientifique. Mais vous avez raison de mettre le doigt là-dessus. C'est qu'en fait, cette désinformation, elle prend naissance dans des erreurs d'explication, de pédagogie, et en se servant de la vulnérabilité, puisque quand on parle de maladie, on est vulnérable, en se servant d'exemples sortis de leur contexte, parce que tous les exemples que vous avez cités, c'est des exemples qui nous ont permis aussi, qui sont des drames, et qui nous ont permis d'apprendre. Et la thalidomide a été développée pour des indications qui ont fait du mal. Aujourd'hui, c'est un très puissant médicament, notamment contre un cancer du sang très connu, qui est utilisé. Donc, en fait, la désinformation joue, je dirais, sur deux choses, vraiment sur les émotions et la fragilité qu'on peut avoir quand on parle de la maladie, et joue avec aujourd'hui les outils de communication pour faire passer des faux messages. Mais le fait d'utiliser des exemples sortis de leur contexte fait partie évidemment de la création de cette mésinformation. Et là, vous êtes menacés, les scientifiques, de la droite et de la gauche. Vous devez vous battre sur les deux fronts parce que sous prétexte de respect de la diversité, on va vous dire, vous savez, il y a les savoirs ancestraux qui sont extrêmement importants aussi, les façons que les Autochtones avaient de guérir. Mais là, on veut dire, on ne guérit pas un cancer avec de la sauge, là, je suis désolé, là, absolument pas. Là. Non, mais vous avez complètement raison. Et alors, c'est rigolo que vous utilisiez cette expression qu'on est attaqué par la droite et par la gauche, parce que je crois qu'en fait, la question de la désinformation est aussi une question politique qui vient, alors, pas de la droite et de la gauche, de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Et on l'a vu pendant la pandémie. Je pense que de la même manière, les populistes, en général, utilisent comme ça l'émotion pour pouvoir convaincre, de la même manière que les désinformateurs utilisent l'émotion pour pouvoir raconter ce qui est devenu un business, puisqu'aujourd'hui, l'économie de la désinformation, il y a une vraie économie de la désinformation, ce qui rend les choses très difficiles, puisque nous, en tant que scientifiques, en tant que professionnels de santé, on n'a pas une économie derrière pour promouvoir la santé, promouvoir la science, et c'est pour ça qu'il va falloir
qu'on organise dans nos démocraties occidentales des ripostes et qu'on soit aidé par les gouvernements avec des communications pour promouvoir la science. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis à Montréal ce week-end. Vous avez un merveilleux festival de la science Eureka demain. Et c'est le genre d'événement qui doit pouvoir participer à éduquer à la science, à enseigner la science, les principes scientifiques autant que la science dure, pour pouvoir expliquer avec des mots simples aux jeunes notamment, eh bien, ce que c'est la science, comment on produit la science et comment on communique sur la science. Et la science n'en a rien à foutre de l'idéologie. La science, ce sont des faits. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'il y a plus que deux sexes biologiques, c'est une désinformation. Il peut y avoir différents spectres de genre, oui, mais je veux dire, c'est XXXY, là. T'es homme ou femme, là. Il n'y a pas plus que deux sexes biologiques, là. C'est la biologie, ça le dit, là. Et là, vous avez raison, la science, c'est pas une opinion. Non. La science, c'est pas une opinion, la science, c'est des faits qui se démontrent. Alors, malheureusement, on est à l'ère de l'opinion. On est à l'ère de l'opinion et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, les scientifiques doivent prendre la parole pour expliquer ce que c'est que la science, pour expliquer notamment des choses simples, comment un médicament arrive sur le comptoir d'une pharmacie, comment on a le droit de prescrire tel ou tel médicament. Il faut qu'on explique ces processus de validation scientifique pour vraiment, parce qu'en plus, on a des institutions qui vraiment ont tenu le coup pendant la pandémie, sauf qu'on n'a jamais expliqué comment elles marchaient, ces institutions scientifiques. Et donc, l'éducation est vraiment le point crucial dans cette lutte contre la désinformation. Les portes du laboratoire, finalement. Exactement. Il faut ouvrir les portes du laboratoire. Il faut aussi expliquer les institutions scientifiques et médicales à l'école. Alors, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais nous, en France, quand on regarde ce qui est enseigné aux enfants, notamment en instruction civique, on apprend ce que c'est le Parlement, on apprend le Sénat, l'Assemblée nationale. Personne n'apprend aux enfants ce que sont les institutions scientifiques, qui valide les essais thérapeutiques, comment on crée de la donnée scientifique et comment on valide l'autorisation de mise sur le marché. Je pense qu'il faut qu'on passe par là, par de l'éducation. La pandémie vous a fait énormément mal. Bien parce sûr. qu'au début de la pandémie, c'était n'importe quoi. Je me souviens, j'entrais dans une librairie et je touchais un livre et il y avait quelqu'un qui me suivait puis qui lavait le livre. On nous disait de laver les fruits et légumes. Ici, il y avait un couvre-feu à un moment donné. On n'avait pas le droit de sortir après 10 heures dans la rue, sauf si on avait un chien. Là, on avait le droit de sortir avec un chien. La même chose chez nous. Il y avait toutes sortes de mesures complètement délirantes. Et là, on s'est tiré dans le pied, finalement. Vous avez complètement raison. Et cette défiance qui existait dans la société, elle a explosé pendant la pandémie. À cause de choses qui, très clairement, ont peut-être été un peu éloignées du bon sens et de la réalité, mais il faut aussi se rappeler qu'on ne savait pas grand-chose sur ce virus. Et donc, il faut se remettre avec notre casquette. C'est facile de dire aujourd'hui c'était n'importe quoi, mais n'empêche qu'en 2020, on ne savait pas tout sur ce virus. Et donc, les gouvernements ont un peu improvisé sur certaines mesures. Mais il y a un deuxième point qui, je pense, est très important et doit nous enseigner qu'on doit faire attention à la manière dont on communique. C'est aussi... vous l'avez dit tout à l'heure, et on l'a répété, la science, c'est pas une croyance. Et donc, il faut expliquer la science, elle est en mouvement. On peut progresser dans les données scientifiques, ce qui est vrai le lundi, ne l'est peut-être plus le vendredi, mais ça, il faut l'expliquer. Et il faut expliquer que cette science, elle progresse, et on peut pas dire n'importe quoi. On peut pas dire n'importe quoi à la télé, on peut pas dire n'importe quoi dans les médias. Il faut que les personnes qui parlent sachent de quoi elles parlent. Et il y a certainement eu beaucoup trop de professionnels de santé qui sont allés parler dans la pandémie à des moments où on n'avait pas grand-chose à raconter, où on ne savait pas. Et aujourd'hui, il faut qu'on vérifie l'information. C'est valable dans les médias, c'est valable sur les réseaux sociaux. On doit pouvoir avoir de l'information vérifiée par des gens qui savent ce qu'ils disent au moment où ils le disent. Et ça, c'est hyper important. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans la dictature du clic. Il faut médiatiser, il faut pas. Mais il faut sur la science, qui encore une fois n'est pas une croyance, il faut qu'on revienne à des choses mesurées et qu'on puisse expliquer au moment où on le sait, ce que l'on sait vraiment. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il y a toute une génération, en tout cas au Québec et certainement en France, vous me direz si je me trompe, mais de jeunes médecins, de jeunes pharmaciens, de jeunes scientifiques qui envahissent les médias sociaux et parlent aux jeunes parce qu'il faut parler aux jeunes là où ils se trouvent. Et les jeunes, je m'excuse, ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram et tout ça. Et de plus en plus, il y a quelqu'un qui s'appelle ici le pharmacien, par exemple, qui parle aux jeunes pour essayer de vulgariser la science, pour leur faire comprendre des choses. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Exactement.
Absolument, et vous avez complètement raison. C'est génial que les jeunes investissent les réseaux sociaux pour expliquer ce que c'est la science ou leur métier de professionnel de santé, qu'ils soient médecins, pharmaciens, c'est génial. Mais il faut aussi qu'il y ait une vraie prise de conscience pour qu'il n'y ait pas que des influenceurs, puisque les influenceurs, et la plupart disent plein de choses très bien, mais peuvent aussi dire des bêtises. Il faut qu'il y ait une communication institutionnelle. Moi, je dirige une équipe de recherche avec des fonds publics. Il faut qu'on puisse... C'est normal qu'aujourd'hui, j'explique avec des mots simples ce qu'on crée grâce à de l'argent public en recherche et qu'on communique. Ça fait partie de notre métier aujourd'hui, ça ne l'était pas il y a 10 ans. Oui, de vulgariser puis de déconstruire aussi Exactement. certains messages qui sont souvent véhiculés justement sur les réseaux sociaux puis qui vous font mal, là, finalement. Tout à fait. Puis en plus, on sait que les messages sur les réseaux sociaux, les mauvais messages, que les fake news, et on le sait d'ailleurs depuis même avant la pandémie, ça circule 100 fois plus vite qu'une vraie information. Comme la crème solaire. Exactement, la crème solaire. Mais il y a des exemples là, on vient de vivre une période avec l'antavirus, on recommence avec Ebola, où la désinformation, elle précède l'information scientifique. Et on doit traiter une épidémie ou une potentielle épidémie, puisque là, c'était vraiment potentiel. On a la désinformation qui arrive avant les données scientifiques, et même les quelques données scientifiques qu'on a, elles ne passent pas le mur du son, elles ne passent pas le mur de Twitter, je dirais plutôt. Ouais. C'est les mauvaises informations qui passent d'abord. Ce qui est très difficile à comprendre pour le simple citoyen, et je m'inclus tout à fait là-dedans, c'est que parfois, même dans la communauté scientifique, il n'y a pas des consensus. Et il y a, par exemple, Dr Didier Raoult, bon, pendant la pandémie, moi, je disais des trucs de gens qui disaient « Non, c'est très sérieux, il a raison, écoutez, il est bardé de trophées, de diplômes, il a son propre laboratoire, tout ça. » Et il y a des gens qui disent « Mais c'est un fraudeur, c'est un arnaqueur, il dit n'importe quoi. » Et là, nous, on regarde ça, puis on ne sait pas, là, à quel sens jouer. Là. Ben, vous avez raison, et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on ait une prise de conscience au niveau national. Il faut que les sociétés savantes jouent le jeu de la communication, parce que la réalité, c'est que les sociétés savantes, elles savent très bien qui est apte à parler de tel ou tel sujet. Et donc, il faut qu'on ait une prise de conscience individuelle, mais collective, pour avoir des messages institutionnels qui passent, mais qui passent avec les vrais moyens de 2026 et pas des moyens de communication dignes d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, les gouvernements, les institutions, les agences sanitaires doivent communiquer sur des choses où les jeunes vont regarder, doivent communiquer sur TikTok, sur Instagram. Je vous entends parler et je sens une urgence dans votre voix, et avec raison, parce qu'on voit l'émergence de maladies qui étaient disparues. Bien sûr. La rougeole qui revient. Évidemment. Il y a plein de maladies qui reviennent. C'est dangereux. C'est dangereux. On a vraiment ce problème de santé publique immédiat. Hein. On voit les conséquences immédiates de la désinformation sur la réapparition des cas de rougeole. Et si on n'arrête pas ce phénomène, il n'y a pas que la rougeole qui va revenir. Hein. On va avoir des épidémies qu'on croyait disparues. C'est quoi, la peste? La peste, peut-être pas, mais oui. On n'est pas à l'abri de retour de cas de polio si on vaccine plus contre la polio. Il y a autre chose qui est extrêmement problématique aujourd'hui. Il y a la santé publique, c'est un problème immédiat avec le retour de maladies, mais il y a aussi la décrédibilisation de la science et l'innovation. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse, notamment sur un grand pays qui a tant compté et qui compte tellement dans l'innovation que sont les États-Unis, il faut qu'on puisse croire en l'innovation, qu'on puisse croire en la science. Oui, mais regardez le coucou qu'ils ont mis là, bien comme sûr, ministre de la Santé. Bien sûr, là. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une réaction collective dans les pays où on n'est pas encore arrivé là. Il faut que ça nous serve d'exemple, et il faut qu'on réussisse à ne pas mettre au pouvoir les populistes, à ne pas mettre l'extrême gauche, l'extrême droite au pouvoir, parce qu'il faut être réaliste. Quand on joue sur les émotions, quand on joue sur l'émotif, quand on fait une politique de l'émotion, ce que font par définition les extrêmes et les populistes, eh bien on arrive à ça. Donc le même discours est transposable de la politique à la science. C'est les mêmes outils, ils réagissent à la même chose. La désinformation réagit à la faiblesse par rapport à la maladie, de la même manière qu'un populiste va se servir de biais économiques, de mal-être économique et social pour raconter des choses qui ne solutionneront finalement à la fin pas leurs problèmes. Donc encore une fois, il y a des vrais parallèles
parallèle, et je pense que la montée de la désinformation est vraiment à mettre en parallèle avec la montée des populistes. Et avec ce discours qui est de plus en plus accepté dans tous les pays. Hein. On parle des États-Unis, mais c'est pareil chez nous. Hein. Aujourd'hui, les deux partis, entre guillemets, qui sont très forts chez les jeunes, c'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc on a ces problèmes dans toutes les démocraties occidentales, et il faut qu'on se réveille. Il nous faut un réveil collectif démocratique. On parle de désinformation en santé, mais c'est un réveil sociétal, en fait, sur ces émotions et sur la désinformation. Tout à fait. Et avant de mourir, j'en parle souvent, mais Carl Sagan, qui était un extraordinaire vulgarisateur scientifique, a écrit un livre, c'était son héritage, c'était son testament, et il disait, j'ai peur, et il est mort, il y a 20 ans, et j'ai peur qu'on revienne à un nouveau Moyen-Âge, avec la montée des religions, le retour des religions, des superstitions, etc. Et c'est un peu ça, on s'en va dans une période sombre, d'où l'importance de votre discours que vous avez, Dr. David Smadja, donc expert en des informations scientifiques. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.